Vas-y, et alors? Oui, non, voilà, non, c'est que ma soeur était seule. Et moi, j'ai repris que jeudi. Mais vous inquiétez pas, c'est marqué. Dans la semaine, je viens. D'accord? Au revoir, madame, bon week-end. Au revoir. Monsieur Rémy, s'il vous plaît. Oui, oui. Vous venez avec moi? Ça marche pas. Bon. Vous allez m'expliquer ce Ouais, que voilà. vous Alors, vous vous demandez pourquoi je me fais couper les cheveux aujourd'hui. Mhm. Hein? C'est une grande question. Tout le monde dit, ah, c'est ça. Alors, la raison pour laquelle je me coupe les cheveux, c'est que normalement, quand on part en voyage, Oui. avant de partir, On va chez le coiffeur. on va chez le coiffeur pour être bien pendant la période du voyage. Voilà. Eh bien, j'ai pas eu le temps. Simplement. Comme tout le monde, comme beaucoup de personnes. Voilà. Voici ma demande. Je veux la même chose que j'avais, mais plus court. Oui. Simplement. 1 centimètre. Là, Oh! un peu plus. Oh oui. Ouais. 1,5. Oui, 2. Comme ça. Ouais. Est-ce que vous savez ce que je viens faire ici? En Corse. Je savais pas. Hein? Les merveilles de la Corse. Exactement. Je viens voir la Corse. Je veux connaître la Corse, mais surtout, je veux connaître les Corses. Disons, les hommes corses. Si vous aviez à les décrire, un homme corse, quel caractère il a? Têtu. OK, et les femmes maintenant? Ouh. Les femmes, c'est du caractère aussi. Aussi. Oh oui. Et la grande question que j'ai envie de vous poser, si j'ai à connaître la Corse, qu'est-ce que je dois découvrir? Est-ce que je dois découvrir la mer ou la montagne? D'abord. Les deux. Pour moi, les deux. Pourquoi? Parce que les gens sont plus authentiques à la montagne qu'en bord de mer, c'est plus touristique. Voilà. Que les gens à la montagne, ils sont plus. Oui, c'est plus la Corse. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour Alexandra. Bonjour Carole. Francis. Carole, Bonjour. enchantée. Vous venez souvent, vous, ici au salon? Écoutez, régulièrement, oui. Et vous? Non, c'est la première fois, moi. C'est la première fois, ben, vous avez remarqué que j'ai un accent qui n'est pas le même que vous. Tout à fait. Hein? C'est un peu différent. Je viens du Québec. Ah. Ouais. Qu'est-ce que... Je suis un peu indiscret, mais qu'est-ce que vous faites dans la vie? Écoutez, je suis hôtelière. Ah! Et comment s'appelle l'hôtel? La Dimore. La Dimore. En fait, j'irai peut-être vous... rendre Écoutez, visite. avec plaisir. Hein? Qui sait? On n'est pas loin d'ici. OK, c'est bon. Puis dites-moi, j'avais raison de faire confiance à... Entièrement. Oui. C'est bon. Comment vous vous trouvez? Ben là, j'oserais pas dire que je me trouve beau. C'est un peu gênant. Mais je suis très content. Très heureux. Vous avez raison. Très heureux. Merci. Alors, à moi, la Corse, en train et à pied. Au revoir. Au revoir monsieur, au plaisir. Merci encore. Au revoir monsieur, merci. Eat grass. Eat grass. No. Flash. Flash. I think this is as far as we're going to make it for tonight. The sun had set about half an hour ago, so we decided to stop by this water here so the horses can get something to drink. I just can't get over how much of a journey it's been so far. But I've got a tent, so I'm not complaining. I woke up this morning and with all my sophisticated camping gear and sleeping bags and all that stuff, I slept pretty good. But when I came out here, I noticed everybody here, all the guys who were riding horses were just like on mats on the ground. And that's
That's it. No sleeping bag, no tent. Just the blankets that are on the horses. That's all they had. These horses must see people like us that come up here and be like, oh, here we go. Carrying about 700 pounds of just useless crap. Final stretch, and then I can relax, and you can relax. We're just coming into the last valley, and I can. Bienvenue dans cette île qu'on surnomme à la fois l'île de beauté et montagne dans la mer. Il y a 1047 km de bord de mer adossés à des caps, des pics et des sommets. La Corse, une île longue de 183 km et large de 83 km, est la troisième plus grande île de la Méditerranée, après la Sicile et la Sardaigne. Elle se trouve à plus de 170 km des côtes de la France et à moins de 83 km de l'Italie. La Corse, territoire qui appartient à la France, est comme un continent et chaque région un petit pays. En Haute-Corse, on trouve Bastia, le Cap Corse et le Nebbio. Plus au centre, la ville de Corté, avec son université et sa citadelle. À l'ouest, la Balagne, Ajaccio et Sartène. À l'est, la plaine orientale et ses vergers de clémentine. Et au sud, les villes de Porto Vecchio et de Bonifacio. Voilà pour la géographie actuelle de la Corse, 25 millions d'années après s'être détachée de la Provence. Mais il y a aussi les Corses. Ils sont moins de 300 000 et plus de 40 % d'entre eux vivent près de deux villes, Bastia et Ajaccio, la capitale. Ils sont très fiers de leur île. Ce sont de véritables survivants. Bonjour. Si je vous disais que tout au long de leur histoire, ils ont constamment été envahis et que le seul moment où la Corse a été vraiment indépendante, c'est au 18e siècle, pour une période qui a duré moins de 20 ans, grâce à un des leurs, Pascal Paoli. Mais qui étaient ces envahisseurs? Je suis maintenant près de Sartène, au sud-ouest de la Corse, avec Pascal Tramone. Et lui, il sait. Méditerranéen. Et puis comme je suis corse, je travaille en Corse. C'est facile. La Corse. Qu'est-ce qui s'est passé avant hier, là? Reculons. Un résumé pour se situer. Alors, donc, on recule, mais en fait, je pars du plus loin. Ouais, partons du D'accord. plus loin. Parce que si je recule, ça va pas aller. On va finir. Voilà. On commence Ok. par le plus loin, puis Ouais. on arrive jusqu'ici, quoi. On y va. On arrive jusqu'à toi. Ouais, c'est bon. Bon, allez, ça Ok, marche. c'est très jusqu'à bien. ma présence en Corse. Voilà, ouais, Ok. ça va changer beaucoup de choses, j'espère. Donc, les premiers agriculteurs qui arrivent en Méditerranée occidentale et qui débarquent aussi en Corse, on va dire qu'ils arrivent dans la région ici vers 5800 avant Jésus-Christ. Les statues menhirs, les grandes statues menhirs avec les épées en bronze, les navigations en Méditerranée orientale, occidentale, dans tous les sens, ça bouge, ça va, ça vient, c'est 1270 avant Jésus-Christ. Voilà. Après, on va faire aller un grand bond dans le temps parce qu'il se passe tellement de choses, c'est trop compliqué. Mais les féodalités avant Pise, ça va être 1050 de notre ère. C'est à ce moment-là que Pise entre en scène. Donc les Pisans, ils vont rester quelques siècles, ils vont rentrer en rivalité avec Gênes, et donc il y aura une grande bataille navale, c'est la bataille de la Mélaure, il y a 1184, et puis évidemment Gênes qui Pise perd, c'est Gênes qui gagne, et c'est à ce moment-là que Bonifacio est fondé à peu près, en tant que, en tout cas, petite cité génoise avec les premières fortifications, etc., etc. Donc là, c'est toute la période génoise, 5 siècles? 5-6 siècles, oui, allez, on va faire un autre bond vers 1700, 1720, c'est les révolutions de Corse, les fameuses révolutions, et puis qui vont donner quoi, la constitution de Pascal Paoli à partir de 1755. Donc. Et puis après, allez, on finit. Paoli part, il est battu en 1769 Ouais. par les troupes de Louis XV, qui est venu prêter main forte aux Génois. En fait, il y avait un accord en sous-main, ils vont garder la Corse. Et puis, au milieu du 19e siècle, Prosper Mérimée. Prosper Mérimée qui vient faire un voyage en Corse en 1839 pour savoir un petit peu quel était le patrimoine que recelait cette île lointaine. Mérimée a écrit « C'est la pure nature qui m'a plu surtout. Je ne parle pas de vallées ni des montagnes, mais je parle de la nature de l'homme.
Près de 200 ans plus tard, sachez que je ressens cette même impression. These reindeer aren't just for milk and meat. They're actually used for practical purposes too. Apparently we're in need of more firewood for tonight for the wood stoves and things, so we're actually going to saddle up on a reindeer and give them a hand. Whatever we can do to help the family out, we're going to. That reindeer is making eggnog. When you get on the reindeer, you don't use a strip, only you like and jump it Oh, okay. softly jump it. I understand what he said. He said once that reindeer made him fly over that mountain. Right? That's what he said? No, if this man ride reindeers, it is possible to reach high mountains top. Oh, okay. Attempt number 2. Oh, yeah, that is. Not like the horse at all. Choo choo. On Donner, on Blitz. On delay. Don't you watch the Christmas shows, dude? You gotta call them by their name. Dancer, Prancer, Stripper, Lancer, Turbo, Viper, Cobra. And you want to be a pilot? Quelle nuit et quel réveil dans ce charmant petit gîte. Des gîtes semblables à celui-ci, parfois plus rudimentaires, parfois plus luxueux, il y en a partout en Corse. Pour se reposer, il y a évidemment les hôtels, il y a les campings, mais ce qu'on voit ici, gîte d'étape. Ça, c'est une des meilleures façons de découvrir la Corse de l'intérieur, la montagne. Et là, il y en a vraiment partout. Il faut aller chercher. Ça se retrouve facilement sur tous les sites Internet. Alors, les gîtes d'étape sont une façon de découvrir à pied la Corse dans son ensemble à travers les plus grands sentiers, ne serait-ce que le fameux grand GR20. Ce sentier qui parcourt du nord au sud la Corse et qu'on peut faire carrément à pied. Évidemment, il faut avoir l'énergie et le tonus pour passer à travers, mais c'est un voyage à faire. On peut donc nuit après nuit changer de gîte au fil du parcours choisi. Et cette nuit, j'ai dormi dans ce gîte, à Ortal d'Alesani, au cœur de la Castagniccia, qui veut dire en Corse « région plantée de châtaigniers ». La Castagniccia se situe en Haute-Corse, un peu à l'est de la ville de Corté, où siège la seule université de Corse. La Castagniccia est formée de quantités de petites montagnes et de collines. Cela dit, ça grimpe. La preuve, le mont San Petrone, qui domine la région à 1767 mètres d'altitude et qu'on peut apercevoir quand le plafond est un peu moins bas. Et si vous cherchez la mer, ici, vous ne la trouverez que dans votre imagination, puisqu'on est dans le bois. Ici, une immense plantation de châtaigniers sur un territoire de 20 km sur 15 km. S'il y en a tant, c'est que les Génois, qui ont contrôlé la Corse pendant 500 ans, soit du 13e au 18e siècle, ont ordonné à partir de 1584 à tout propriétaire et fermier de Corse de planter 4 arbres fruitiers par année. Ici, dans la région, le châtaignier s'est imposé. Ce sont donc de véritables forêts plantées. Les châtaigniers produisent des fruits, les châtaignes et les marrons. Ma première impression quand je vois cette forêt de châtaigniers, c'est une sensation d'irréel. Comme une forêt de sorcières, comme si elle avait le pouvoir de jeter des mauvais sorts. Au contraire,
Ces arbres, que certains surnomment faussement arbres à pain, auront nourri et nourrissent encore l'écorce grâce aux châtaignes ou marrons qui se cachent dans cette carapace. Qui s'y frotte, s'y pique. Est-ce qu'on utilise la technique pour faire la récolte? Bien, ils installent des filets par terre au sol, un petit peu avant la récolte. Et là, les châtaignes tombent d'elles-mêmes dans le filet, puis oups, on récolte. Celui-ci peut avoir 150, 200 ans. Facilement, un châtaignier peut se rendre jusqu'à 500 ans et encore offrir des châtaignes. Ça vous donne peut-être une petite idée de son immensité. Donc, ils viennent de terminer la récolte. Et il y en a encore un peu au sol. Mais là, maintenant, ils s'en vont dans les séchoirs. Une fois que c'est bien séché, bien, on va le travailler. On va moudre et on va en faire une farine. En voilà plein. Voici une femme qui est animatrice de la filière châtaigne corse. Et évidemment, elle connaît la châtaigne et les châtaigniers. Et son nom, c'est Karine Franchi. Enfin, Karine va nous expliquer précisément la différence entre ce qu'on appelle un marron et une châtaigne. Il n'y a pas des marronniers et des châtaigniers. Non, il y a le marronnier, marronnier d'Inde, le marronnier d'Inde, mais il donne un fruit qui est, je dirais, semblable par sa couleur, par sa forme, mais c'est pas comestible. Même pas les cochons les mangent. Ah oui. Voilà. Alors que le châtaignier, il donne le fruit, c'est la châtaigne. Point barre. C'est la châtaigne. Mais des fois, la châtaigne, on l'appelle marron parce qu'elle va être utilisée plutôt vers la confiserie, vers le fruit, légume. On cherche un fruit parfait si on veut un marron. Bon, voilà. Si on a de ce type-là, avec juste des petites insertions de la deuxième peau, mais légères. Ce qu'on voit qui est brun, là, voilà. qui est comme le pourtour, finalement. Donc, en Corse, on dit à l'esina ou à Malte. C'est le thon. T-A-N. Le thon. Le thon. Eh bien, voilà, hein. Okay. C'est la deuxième peau. Donc, si le thon ne pénètre pas l'amande, là, on a une châtaigne à caractère marron. Pourquoi? Parce que si ça, on veut la transformer en marron confit, en marron légumes, on va utiliser plutôt ce fruit-là parce qu'il va être facile à décortiquer. C'est ça, le but, c'est de pouvoir enlever cette peau, ce temps-là. Faut enlever ce temps-là. Par contre, là, on a vraiment une châtaigne. Pourquoi? Parce que là, le thon, à l'aise, il a à Malte, pénètre vraiment l'amande. Alors, imaginons que ça, on veuille le décortiquer à l'état frais. Hein. Comment on fait? On peut pas. On peut pas. On peut pas. Sinon, c'est pas bon, ça. C'est pas bon à manger. Le temps n'est pas bon à manger. Non, il est juste bon à respecter. C'est astringent. Donc, ça s'enlève pas à ce moment-là. Ça peut pas s'enlever. Par contre, ce fruit-là, il est intéressant pour en faire aussi la farine. Parce que la farine, qu'est-ce qu'on va faire? On va sécher le produit. Il y a 60% d'eau là-dedans. Donc, on va sécher. Et en séchant, ça va s'écarter. Et quand on va aller passer dans la décortiqueuse, ces peaux-là, elles vont partir. Oui. Grâce maintenant à Karine Franchi, on sait ce qu'est une châtaigne et un marron. Mais j'ai oublié la chose. Deux petites notes, quand même. Mais une petite parenthèse. Et ça, avant. Oui, comment on l'appelle d'abord, ça, ce qui recouvre tout? La bogue. La bogue. La bogue. Oui. La châtaigne corse, on dit, encore un terme technique, elle a une bonne déhiscence. Pourquoi? La bogue reste accrochée à l'arbre, elle s'ouvre, elle laisse tomber ses fruits, et ensuite elle tombe. Parce qu'ailleurs, ils sont obligés en plus d'ouvrir la bogue avant de les ramasser, les châtaignes. Puis c'est dur pour les... on se blesse, ça pique, là, c'est naturel, ça se fait. Donc c'est de la châtaigne de paresseux. Oh, et voilà, encore un terme. On a plus de temps pour autre chose. Ok, d'accord, c'est juste. Voilà. Ouais. C'est vrai. Est-ce que je peux dire de plus? C'est vrai. Vous avez raison. Et ce qu'il y a de fascinant, au même moment où il y a la récolte des châtaignes,
même moment, c'est la récolte des oursins. On les voit quand même sérieux. On dirait qu'ils sont cousins. On est dans une région qui s'appelle la Castagniccia et c'était excessivement riche comme région jusqu'au début du 20e siècle. Et ce qui se passait, on faisait de la farine avec ça, farine de châtaigne, on en fait encore. Et les gens utilisaient ces châtaignes, la farine, en monnaie d'échange. Alors donc, ils produisaient de la farine, ils faisaient des échanges pour de l'huile d'olive avec d'autres régions de la Corse ou bien du vin. Eh bien, il y a une fête ici dans ce village, qui est juste en bas. Et c'est le village d'Ortale d'Alesani. Et je vais rencontrer un chef, un grand chef, celui qui est si fier de la cuisine traditionnelle corse, Vincent Tabarani, et une mairesse, la mairesse de ce village de... Le nombre d'habitants, je vais vous compter ça, là. 5 fois 5, 25 habitants. Reindeer people and the Mongolian people respect fire is the stove. For us, this whole reindeer milk thing is a bit of a novelty, but for them it's a necessity. We've been having a lot of the reindeer milk and reindeer products, and obviously our stomachs aren't used to it. So we decided we'd have a little bit of vodka. As part of the many shamanism customs that are observed here, you pray to the sky, and you pray to the sun, and you pray to, what's the third one? Last one is mountain spirit. To the sky? To the sun. To the mountains. This is the last one. To the fire god. That was a little more dramatic than the rest of the gods. He likes it. Yeah, here's some more. Drink up. To the sky god. May I continue to be awesome. One for the Sarah god. We've done some of the things that the men do, like felling the trees and bringing them back for firewood. We've done some of the things that the women do, like milking the reindeer. Now we're going to do one of the things that the kids love to do, and that's reindeer riding up to one of the sacred points. With shamanism, there's many, many, many different sacred places on mountaintops, streams, and one of them around here is a waterfall. And it's also some of the best water that you can get for drinking and using for cooking around here. So we're going to go up there with the kids and get some fresh water. Je suis ici à Ortale pour être témoin d'une fête gourmande qui durera 2 jours avec 4 grands festins et où la châtaigne, un des emblèmes de la Corse, est à l'honneur. De fait, on attend bien plus de monde que la population totale d'Ortale. Daniel va recevoir. Bonjour. C'est bon. Premier constat ce samedi matin, tout est à faire. À peu près rien n'indique qu'Ortale sera le théâtre d'un week-end gastronomique et que dans à peine 4 heures, un premier grand repas sera servi, sauf cette petite affiche. Je suis perplexe. Ils ont en plus à mettre en place cette salle où les convives s'assoiront pour le grand festin. Deuxième constat, des vents très violents, plus de 120 km/h, ont carrément éjecté la tente qui devait servir à recevoir les artisans de la région venus présenter leurs produits. Parce que pour le chapiteau, de toute façon, demain il fait beau. Donc si ça n'a pas... Il faut donc trouver un autre lieu, une autre salle pour les recevoir. Mais où? Il ne reste qu'une tente et celle-ci est réservée à la charcuterie, en particulier au fugatello, une saucisse typiquement corse à base de foie de cochon et qui se cuit sur feu de bois. Donc, la solution pour permettre aux artisans de s'installer, c'est ouvrir cette maison inhabitée, qui était jusqu'en 1981 à la fois le bar et l'épicerie du village.
Depuis la fermeture, elle était barricadée. À l'intérieur, le temps s'est arrêté. On y trouve d'ailleurs une ou deux photos avec la dernière tenancière du bar et une autre qui démontre que ce lieu était bien vivant. Ça, c'est pas vieux, hein. Elle n'a pas 20 ans, cette photo. De toute façon, moi, ce bar, j'ai vu fonctionner. Hein. Ah oui? Oui, bien sûr. Ici, c'était la maison, ils habitaient au-dessus, ils faisaient les repas, ils faisaient le bar, voilà. On passe donc à l'action, on époussette, on déplace, on s'installe. Là, je vois Garance et Kaki, ça c'est les tissus, ça? Oui. Ah! Est-ce qu'ils sont à Ajaccio, Garance et Kaki? Ils sont quel endroit? Non, Garance et Kaki sont à Fège, un tout petit village un peu plus haut, c'est Ici? moi. Non, c'est pas vrai! C'est pas vrai! C'est extraordinaire! À Montréal, quand je faisais ma recherche, je suis tombé Sur mon site? Oui. Et j'ai adoré. Oh, Vraiment. merci. Beaucoup d'imprimés qui sont liés soit à des fêtes, soit à des produits aussi, parfois. Et puis C'est toutes des choses très identitaires, les c'est cochons, ça. les châtaignes, les chèvres, l'olivier. Je suis vraiment content de vous rencontrer. Merci, Ah. ça fait très plaisir. Ouais. Actuellement, si vous cachez quelque chose là, vous vous mettez... La mairesse d'Ortal, Danielle Bonifaci, qui organise cette fête et qui m'y a convié, semble avoir déjà vu pire. N'ayez crainte, cette femme s'est transformée tout en un tour de main. Il faut enlever les voitures maintenant, hein, parce que... Eh bien, c'est elle, effectivement. La mairesse d'Ortal. Tout à fait. Mairesse d'Ortal, mais mairesse, donc, c'est pas Cortal. J'imagine qu'on est être mairesse de 25 habitants. Est-ce que ça se peut? Mais oui, c'est une commune, toute petite commune. Et l'été, on est 150. Et puis, bon, c'est pas trop loin de Bastia, donc les Bastiais aussi viennent tous les week-ends. On est une cinquantaine. Mais des résidents permanents, il y a 25. Et tu nous accueilles dans cette journée, c'est un week-end, c'est 2 jours, ou c'est deux journées gourmandes. Oui, et ça fait combien d'années que ça existe, que tu as organisé ça, cette fête? C'est la 11e année. 11e année. Tous les ans, à cette période, période de la châtaigne, on fait un week-end gourmand sur le thème de la châtaigne. C'est des repas le midi, le soir et le dimanche midi. C'est super convivial. Alors, il y a des gens qui viennent de toute la Corse et au-delà. Là, pour demain midi, on est 107 et j'ai dû refuser 80 couverts. Fascinant. Ah oui, c'est fascinant. Ah oui, non, mais c'est... Parce qu'il faut quand même se déplacer, là, malgré tout, là. Et il y a des gens... Attends, d'abord, t'as vu hier, il y a des amis de Lyon qui sont venus exprès pour le week-end. Oui, on est arrivé à Lyon, on est arrivé hier soir, ouais, dans des vents. Dans des vents, pas possible. Qu'on est les chèvres, disons, ou qu'on est quelqu'un. Et là, on avait l'impression que ça allait être l'apocalypse. Oui, tout à fait, tout à fait. Je peux pas imaginer une fête qui serait pas aussi... parce que je vois comment ça s'organise ce matin. C'était l'installation. Et il était 8 heures le matin. Et je voyais, il n'y avait rien de fait. Non, c'est vrai. Rien. La salle était... Oui, cauchemar. C'est pas sérieux, je dis à midi, là. C'est pas vrai qu'à midi, on va avoir un repas là, il va y avoir 80 personnes. Ça se pouvait... Sans blague, là. J'en ai parlé à l'équipe. Puis là, pouf, lentement, ça s'est organisé. Puis on se presse pas, mais on le fait bien. Oui, il n'y a pas de tension. Il n'y a pas de tension du tout, du tout. Les gens, puis en plus, ils ont l'habitude de travailler ensemble. Donc, tu vois, il y a une bonne osmose entre les cuisines, le personnel de service. Bon, c'est toute une équipe que j'ai depuis le chef du service, je l'ai depuis 11 ans. En même temps que Vincent. Et c'est réellement quelque chose il faut ça pour que les gens se sentent bien. Oui. Et ce que j'aime, là, il y a plein de monde. Elle est toute calme. Elle nous accorde ce moment privilégié et je me sens presque mal parce que là, il faut aller continuer. On va se reparler de toute façon plus tard. Mais bien on va sûr. se parler. Donc, à tout à merci l'heure. pour cet accueil. Merci de nous faire déjà aimer. Et la Corse et la Castagniccia et la châtaigne, on va l'aimer parce qu'avec Vincent, on va vous allez, comprendre puis mieux. là, vous allez goûter, C'est vous ça. allez voir. Bon, Exactement. là, j'ai des invités de marque quand même qui arrivent. Monsieur le sénateur de la Haute-Corse, Ah bon? donc qui arrive. Monsieur le sous-préfet de Corté, puisqu'on dépend de la sous-préfecture de Corté. Il y a le maire de Calvi qui est arrivé là tout à l'heure. Allez, tout à l'heure. on y va.
Si un des 3 petits cochons avait été originaire de la Corse, il se serait probablement construit une maison avec un toit de lauze, une pierre de schiste excessivement lourde. La plupart des maisons traditionnelles dans la partie est de la Corse possèdent ces toits qui demandent une charpente très solide pour les soutenir. Et heureux hasard, le châtaignier est justement utilisé comme bois d'appui. Ces très jolis toits se fondent en complète harmonie avec la nature. Les dalles proviennent d'une carrière qui se trouve dans le Cap Corse, au nord de l'île. Petit conseil, à proscrire en tant qu'objet souvenir, pour éviter 1. les suppléments bagages et 2. un tour de rein garanti. Il est 10 heures, plus que 3 heures avant le premier service, toujours la même bonne humeur, tout s'installe à un bon rythme, même si à mon humble avis, on ne sera jamais prêt. Et si tous semblent si confiants, c'est probablement parce qu'en cuisine, un chef et sa petite brigade s'activent depuis les premières heures du jour. Ce chef, c'est Vincent Tabarani. C'est un véritable combattant, mais un combattant souriant, qui depuis des années met en valeur la cuisine et les produits corses. Tous les Corses qui sont sensibles à l'univers de la cuisine connaissent Vincent Tabarani et surtout le respectent. C'est l'homme aux cheveux blancs, ça va être avec la sagesse. On enlève. Alors, Gilbert, c'est ça? C'est ça, oui, oui. Et c'est? Stéphane. Stéphane! Ah! Et Vincent. Alors, aujourd'hui, c'est une fête gastronomique. Oui, on peut appeler ça... moi, le terme gastronomie... OK. Voilà, hein, OK. Je le prends tel qu'il est. Ouais. Je le prends tel qu'il est. Ouais. Hein, mais là, disons que... Parce que les gens ont un peu peur. Quand on parle gastronomie, ils disent « Oh, c'est des petits machins comme ça. Alors que non, là, nous, on va leur donner à manger. Là, qu'est-ce qui se passe ici? Là, Alors là donc, c'est une fricassée de veau. De veau. Avec de la bière Pietra, qui est partie à partir de la châtaigne. Donc, il y a houblon et châtaigne. Voilà, là, il y a houblon Pietra. et châtaigne. Ah ouais. Et qui sera servi donc avec des petits pavés de polenta de maïs à la châtaigne. Alors, est-ce qu'il y aura de la châtaigne dans chaque plat? Dans chaque plat, il y a de la châtaigne. Et c'est une tradition. La châtaigne était toujours présente en cuisine? Non. Pendant les périodes dures, la guerre, tout ça, ben c'était notre pain. Après la guerre, les gens ont boudé la châtaigne. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que on n'avait pas encore évolué. Toute chose qui n'évolue pas meurt. C'est pour ça que la châtaigne mourait, parce qu'elle n'avait jamais évolué. Donc là, maintenant, elle... Ouais. Saucisse? Saucisse de sanglier aux châtaignes et aux herbes. Elles viennent d'où? Fabrication personnelle. C'est ta saucisse? Ah oui, oui, c'est ma saucisse. Wow! J'en ai fait 40 kilos. 40? Les petits morceaux qui sont blancs. Blancs? Ah, c'est pas le gras, c'est de la châtaigne, ça. C'est de la châtaigne. C'est tout doux. Ben oui, c'est pas fort. Ouais. Donc ça va être servi, comme je disais, avec un petit mesclin, des pommes et fini avec un produit exceptionnel à partir de la noisette corse. C'est de l'huile de noisette. Oh! Ah, c'est comme si c'était la noisette liquide. Voilà. Hein? Voilà. Merci. Tout à fait. Wow! Je travaille, moi aussi. Bon, oui. Pas ici pour... hein? Pas déconner. Hein? Pas décoller, oh. Ah, non, hey. En tout cas, la confiance règne. Imaginez-vous si j'avais échappé le plateau. Mais non, mais Ah! il sait qu'on est maladroit, alors on fait toujours des réserves supplémentaires. Ah bah... Ouais. Oh. C'est pour ça qu'il a fait 42 kilos de saucisses. Ça, c'est pas vrai. Parce qu'il sait qu'il va en avoir 15 qui vont tomber quelque part. Exactement. Ah, c'est ça. Puisqu'on est en Castagniccia, là, oui. Hein, est-ce qu'il y a des recettes, si je vais dans un restaurant, qui disent, ah ben ça, ça évoque un plat que nos grands-mères cuisinaient? Les lasagnes.
Les lasagnes. Les lasagnes. Les lasagnes. Oui, 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 les lasagnes. Là, ce que tu me dis là, je m'attendais à tout sauf ça. Voilà. Puis on utilisait une farine de blé. Farine de blé. Farine de blé. Farine de blé. OK. Parce que ça a été, j'imagine que dans le Nebbio, il y avait le blé. Dans toute oui. cette région-là, le Ah blé oui, était... oui, mais de partout. Ouais. De partout. OK. Là, maintenant, ce qu'on voit, là, c'est du maquis, mais c'était tout cultivé. Hein. Des vignes, du blé, du maïs, dans chaque micro-région. La bonne base pour découvrir les Corses. Le Corse, d'un premier abord comme ça, il est froid, il est distant, donc il t'analyse. Après, s'il y a affinité, tu as tout pour toi. On retient. Voilà. Il ne faut pas arriver en Corse en conquérant. Ça jamais. Je pense que c'est l'erreur, ça. Voilà, c'est l'erreur. Moi, demain, j'ai l'habitude d'aller là, de passer par là. Je ne vois pas pourquoi tu vas m'en empêcher. Le Corse dit qu'en Corse, là où il met le pied, la terre lui appartient. Allez, et là, il faut retourner. D'accord, on va retourner au fourneau. On retourne au fourneau. D'accord. Allez, hop. C'est vrai? Plusieurs artisans se sont retrouvés ensemble et ont ouvert une boutique et on peut voir leurs produits et les découvrir et les rapporter à la maison. En Corse, dans cette première émission, je vous annonce qu'il faut magasiner. Et magasiner, c'est les rencontrer. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que pour la foire, aujourd'hui, la fête gourmande, bien, ils se sont déplacés, ces artisans, ils sont là. Il y en a déjà deux juste là, ce sont deux artisans. Voilà, elles sont là. Il y en a deux, puis il y en a d'autres à l'intérieur. Et puis je vais les découvrir. Voilà. Merci beaucoup. Vous pouvez comparer ça à un sirop normal, mais par rapport à un sirop normal, c'est voilà. Oui. Voilà. Là. Voilà. Moi, je suis producteur de noisettes. Et tantôt, j'ai goûté à l'huile de noisette. L'huile de noisette, c'est génial. C'est comme... Tu l'as goûté? Il t'a fait goûter le cuisinier? Oui, c'est un parfum... C'est la noisette liquide. À l'état pur. Alors ça, c'est un bâton du dynamisme. Non? Pas de dynamite. Non, j'ai bien entendu. Hein?
Tu vois, alors c'est fait avec 43% de noisettes, du sucre roux, du miel, de châtaignier, des montagnes ici, de la Vézagne. Et ça sent bon. Vive la noisette. Ouais. C'est vraiment bon. Voilà. Oui. Et là, je suis rendu dans les sirops. Voilà. Comme le faisaient nos grands-mères. Et c'est un père, c'est un homme qui fait ce que faisaient les grands-mères. Voilà, avec quelques Le monde est complètement fou ici. Des recettes d'autrefois, et qui finalement ont énormément de vertus et qu'on redécouvre aujourd'hui. Puis j'irai vers le cédra. Ouais. Qui est cette espèce de étrange citron enflé. Voilà. Le cédra, c'est un ancêtre des agrumes, et la Corse est restée pendant longtemps la capitale du cédra. Donc on en trouve relativement difficilement. En fait, il y en a un peu en Sicile et puis il y en a maintenant surtout à Porto Rico. Ouais. Voilà. C'est un fruit qui est étonnant parce qu'il se mange pas. C'est bon. Ah, c'est bon, hein. C'est pas correct, c'était vraiment. C'était terrible. Mais ça, c'est le premier, mais il y a encore mieux que ça. Parce que si vous partez sur les fruits rouges, c'est un fruit rouge. Le best-seller, c'est la framboise. Non, mais déjà, moi là, coup de cœur. Wow. On commence à découvrir la Corse à peine. Hein. Et puis, ce qu'on découvre, c'est dans un tout petit secteur en montagne. Et puis, on découvre tous ces produits, donc tout ce souci de bien faire. Hein? Pour chacun d'entre vous. Et donc, c'est pour ça que quand on fait un voyage ici, il ne faut pas essayer de faire la Corse. Tu sais, au complet, la course. Prenons le temps. Hein? C'est vrai qu'avant de connaître la Corse, il faut y rester très très longtemps. Je pense même moi d'ailleurs, je ne pas très longtemps que la framboise, ça c'est le nec qui zut. Voilà. Voilà. Vous allez bien? 13h30, et voilà, ils sont tous là, tous les convives, confortablement installés pour apprécier ce repas où la châtaigne occupe une place d'honneur, sans se douter du brouhaha du matin. Ah, c'est parti, 80 personnes participent à la fête ce midi seulement. Oui, oui. Et ce soir, ça recommence avec... 90, 100, on ne sait pas encore. Et le rythme, il n'y a pas de tension, c'est relax, c'est cool. Non, non, ça va, on est en place. On est en place, c'est ça. C'est bon. Alors hein. moi, j'aimerais goûter, je suis curieux. Eh ben, hein? Ça, c'est un délice. Et pour les enfants, c'est vraiment délicieux. Oh. Est-ce que le sanglier de la saucisse est bien cuit? Oui, complètement. Oui, complètement. Ah ouais, parfait. Non. Mais vraiment parfait. Parce que j'ai cuit, mais j'ai pas goûté Ah ben là, encore. vous n'avez pas encore goûté, je crois pas ça, moi. Mais qu'est-ce que c'est? À l'école, on n'apprend pas à la base, il faut toujours goûter ce qu'on oui. fait. Oui, oui. Bah! Et pour moi, là, je suis le premier à déguster. Il y a personne qui a mangé en salle. Ah non, non, non. Je suis le premier, là. Oui, oui. Je suis goûteur. Les deux caméramens ont déjà mangé. Ouais. Est-ce que je commence avec le veau? Normalement, c'est le veau. Ben voilà, j'ai bien commencé. Tu vas te mettre le veau en bouche. Ouais. Puis après, la polenta que tu as derrière, tu vas... Que c'est bon. Que c'est bon! Écoute, c'est... Si j'ouvre un restaurant, tu me feras... Bon, très bon client. Bon, d'accord. Très, très bon client. Et tu risques de voir très souvent. Mais bon, ça fait quand même bien, hein. Ou alors, il faut que je vienne ouvrir un restaurant à Montréal. Et ça sera un franc succès. D'accord. Ça sera un franc succès. C'est la première introduction en cuisine dans cette série Cap sur la Corse. Et je pense qu'on a eu le plus vrai et le plus, je dirais, le plus corse dans tous les sens du terme. Dans la bonté, dans le cœur et dans ce qu'on a ici en cuisine. Merci. Merci, Vincent. Merci, c'est très beaucoup. chaleureux. Merci très, beaucoup. très, très chaleureux. Wow.
used to be racing. Plus his kids are professional. It was definitely a weight advantage. Oh, now he wants to go. Justin and I came in probably pretty close to a tie for last place. I can't say who finished last. I did. I finished last. Andre finished last. They just started to take apart this teepee here. I don't really know why, but they're completely disassembling this teepee and they're loading everything up onto the reindeer. It's always easy taking things apart. You could break down this camp and move in a matter of an hour and a half, I think. They've already got half of the stuff latched onto the reindeer. A month from now, they will be moving to their winter camp. Unfortunately, we're not going to be here in a month from now, so they're just showing us how fast they can take down and set up one teepee. If they were on a real move, the whole camp would move together. So they're going to take this stuff and go across the river here and come back to right here. This reindeer over here is actually like acting as a baby carriage. It has baby supplies on it, but also inside there's a wooden frame built as a cradle. They move camp 4 times a year, but despite that, it seems like an awful lot of trouble just to show us how this stuff is done. So this is kind of like the caravan. Me voici à Corté, qui se situe aussi en Haute-Corse, à peine à quelques lieues de la Castagniccia. Corté est encerclé de montagnes et de rivières. Cette ville a été la capitale lorsque Pascal Paoli a réussi l'exploit de rendre la Corse indépendante pendant quelques années au 18e siècle. Corté reste donc très cher au cœur des Corses. À l'intérieur de sa citadelle, il y a le musée de la Corse. Aujourd'hui, Corté se distingue des autres villes par l'âge de sa population, puisqu'ici on trouve l'unique université sur l'île. Mon petit doigt me dit que l'énergie qui s'y dégage est bien différente de celle de la Castagniccia. La seule université de Corse est à Corté. Donc, je pense qu'il y a à peu près 5000 étudiants qui vivent ici. Ce qui fait donc que le soir, Corté s'anime. Mais il faut quand même s'assurer que ce que je dis n'est pas baliverne. Alors, je vais rencontrer une étudiante ici à Corté. Son nom, c'est Jessica Alfonsi. Et ce qui est de particulier, c'est qu'elle connaît bien le Québec puisqu'elle a étudié à Rimouski. Je pense que c'est l'an passé. Alors, Jessica, j'arrive. Elle est de retour chez elle, en Corse, après nous avoir observé un brin. Ça, c'est la rue, c'est vraiment la rue principale Ouais, ici. c'est le cours. Cours Paoli. Le cours Paoli. Paoli. Oui, voilà. Tout est Paoli ici. Dans toute la Corse. Dans toute la Corse. Dans toute la Corse. Évidemment. C'est la figure emblématique de Corse, donc il y a beaucoup de noms de rues, beaucoup de bâtiments qui sont appelés Pasquale Paoli. L'université s'appelle l'Università Pasquale Paoli. Et voilà. On va ici? Oui, on peut rentrer par là. On boit quelque chose. Ouais. Ça pourrait être par un hasard incroyable. Un petit verre de muscat, c'est l'heure de l'apéro. Ah! Bonjour, monsieur. Bonsoir! Merci beaucoup. Ah, c'est fantastique. Voilà, Merci. Merci. Ah, merci. C'est Merci. gentil. Azalut. Azalut. Santé. Et voilà, santé. Ça, c'est bon. Ah oui. Ça, c'est bon. Je prends une gorgée, puis après ça, Oh non, bien. je saurai tout. Tu n'es pas de Corté, tu es du sud de la Corse. Oui. Donc, tu viens. Est-ce que tu habites ici? Ben, En résidence? en semaine, quand j'ai cours, je suis en résidence universitaire et le week-end, je rentre chez mes parents. À Corté, la vie étudiante ici, parce que c'est assez remarquable. Une ville en plein centre de la Corse, loin des grands centres, Loin des des pôles grands urbains, pôles, oui. là, c'est ça. Je suis retrouvé dans c'est comme un cocon entre jeunes.
Oui, la moitié de la population gordonaise, ce sont les étudiants. Donc il y a une vie très jeune et adaptée aux jeunes. Donc on a des bars comme ici, comme partout sur le cours, en ville. L'université, c'est ce qui dynamise, c'est ce qui participe à dynamiser Corté. Quelle sorte de fêtes font les étudiants corses? Ce qu'on aime faire dans les soirées, on met de la musique, on se retrouve avec les amis, on boit un verre, on rigole, on s'amuse et puis on va danser. Puis ça crée les contacts aussi. OK. Ça drague aussi. Oui, ça drague. Là. Et je trouve ça extraordinaire que tu aies été au Québec, que tu aies étudié au Québec à Rimouski. Oui, c'est ça, l'Université du Québec à Rimouski. Parce que ça va peut-être nous aider à comprendre ce qui nous distingue et nous ressemble. Ouais. Parce que là, tu as vécu le choc, toi, en arrivant chez nous. Là, Oui, oui, le choc, oui. Oui. Où est-ce que tu as eu à t'adapter, outre la langue, outre l'accent? Outre l'accent, ce qui a été assez délicat, je dois dire, c'est les horaires des repas. Les horaires des repas, surtout pour le souper, j'ai trouvé que c'était très tôt. On mange beaucoup plus tard ici. Okay. Donc la première fois qu'on m'a dit qu'on servait le souper, il était 17h30. Moi, je me suis dit, c'est pas possible, c'est une collation, on soupe pas à 17h30. Pour moi, c'est l'heure du goûter. OK. Au niveau des comportements des gens, est-ce que tu as senti une différence importante? Mais ce que j'ai retrouvé propre à chez nous, c'était vraiment l'accueil et la chaleur. J'ai été vraiment très bien accueillie et très bien intégrée. Et ça ressemble à la façon d'accueillir ici. Voilà, parce qu'on est très hospitalier ici, donc ça, c'était similaire. Il y a sûrement, tu t'es fait des amis à Rimouski, sûrement. Et ces amis, s'ils vont venir faire un tour, te rencontrer déjà un jour? Oui, j'ai des amis, j'ai une amie qui a projeté de venir me voir l'été prochain. Bon, ce que tu auras envie de lui présenter quand elle va venir ici, de lui montrer ou présenter, qu'est-ce que... Les soirées étudiantes cortenaises, les soirées étudiantes en général. OK, mais le reste de la journée? Le reste de la journée, on dort pour se remettre de nos folies nocturnes. OK, ça donne une très bonne idée de ce qu'il y a. Non, il y a des magnifiques paysages à voir. Je suis partie au Canada et quand je suis revenue, je l'ai regardé d'un autre œil, je me suis dit, mon Dieu, c'est vrai que c'est magnifique. Quand on l'a tous les jours sous les yeux, au bout d'un moment, on perd ce regard. Et quand je suis revenue, j'ai fait, mais c'est pas normal, c'est magnifique. J'ai de la chance de pouvoir voir ça. On appelle ça une femme qui aime son île. Oui, vraiment, depuis que je suis rentrée, oui, j'aime mon île. J'ai toujours aimé mon île, mais je la vois différemment maintenant. Je la vois différemment et ça m'a apporté de partir aussi loin, aussi longtemps, ça m'a apporté un autre regard. Et je réalise la chance que j'ai de vivre ici. Alors maintenant, je vais sortir de mon... C'est magique, de ma poche, je vais te montrer. Ouais. J'ai un commentaire. OK. Tu es prête? Je suis prête. Je veux que tu me dises ce que ça évoque pour toi. OK. Oh, wow. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il évoque pour toi? C'est mon pays, c'est la décoration que j'avais mis dans ma chambre à l'université à Rimouski. J'avais le gros drapeau sur le mur, c'est mon chez moi, c'est chez moi. Et qui est-il? Qui est-il? C'est Amour. Hein? C'est Amour, après il faut faire l'historique du drapeau. Ouais, c'est une grande histoire. C'est une grande histoire, oui. Et que l'on saura peut-être la semaine prochaine. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Merci. Vraiment. Ravi d'avoir pu vous aider. Ah ben là, super gentil. Merci beaucoup. Alors voici spéciale dédicace de Jessica. Voilà, alors je voudrais faire une spéciale dédicace à Rimouski, Lucas, et spéciale dédicace à Jenny, Chantal et Jessica Marine. Je vous aime fort et puis venez me voir quand vous voulez en Corse. Hein. Bisous les filles. Bisous les filles.
so like I'll get in there and I'm probably in like fingers chopped up. They're wedging the whole ramp closer. Yes, look, push. Good thing we brought these guys along and even ride back to town, because if not, yeah, we would have sitting over there. What do we do now? Okay, that's enough. Who's next? I guess as a success, you make it across the bridge and you have a little wrestle. That's Mongolian style, right there. Yeah. Tell them thank you so much for allowing us into their property and showing us how they live. They are happy to meet you. Thank you. Thank you. Thank you very much. We just stopped for lunch at Sura's cousin's gur. A gur is like the more traditional Mongolian style tent house that you see dotted all over the countryside. So what do they do? Are they taking the tripe from the goat? Yeah, now preparing. After this, they is put on pot, make a fire, and it will be boiled. Now that they've slaughtered this goat, they're preparing different parts of it, and they have a lot of the organs laid out on this one tray, and they have a kettle of some of the blood, which they're filling part of the stomach and intestine with. You know, they use everything, which everybody seems to do around the world except us back home. And most of the times when we eat something, it's best off we don't see how it's prepared. We just see the final product. But luckily enough, we came in a little bit early and we're seeing how they're preparing it. Just got promised me throughout our travels, eventually we will go to the country that invented fudge. So this is the gur of the newlyweds. It looks really nice, actually. You know, this is the nicest one I've seen. This is a glass of Yogurt, yak yogurt. yak yogurt. Yeah, yogurt. So this clear alcohol comes from yak Yeah, yogurt. yeah. Do I drink the whole thing? Yes, you should drink 3 times. This whole thing 3 times? Yeah, 3 times. No, there's no way. 3 of these? Yeah, you should save yourself. That's insane. And it's only, what, 11 o'clock in the morning? Seems that a crowd is brewing. One of the oldest Mongolian traditions is get the foreigner drunk. It's almost like drinking a chemical or a fuel or something. There's just something to it that's not
The dream horse. I don't even know what that one tastes like. There's not much to it. I'm feeling pretty fuzzy, actually. Trey's feeling fuzzy. Ugh, it's bizarre. You know what I mean? The flavor? It does taste like drinking some sort of poison or something. Oh my god. I'm starting to feel it a little bit. There's no way I'm having 3 glasses of this. No way. I don't care. If I'm rude, I have enough good karma on my side. I've eaten the weirdest things for customs and there's no way. You got it, dude. No. Walking's interesting now. Cheers. Oh, I'm just cheersing. Evil stuff. Drink, my friend, drink. Gotta be careful. It's a good. I can't talk. And sorry, Scott, that this guy said that you should sing. You can't make up customs as you go. This is a song drink. You're totally making up rules, and that's not fair at all. I don't know any royalty-free songs. Thank you for giving us a lovely drink. It's wonderful, and I'm getting plowed for the long journey home. I just hit my glass. It's underneath the bench. I know, it's like... That's what I did. Then he found... That's classic. He's like, I know where it is. I saw it. He ran over. He's like, here it is. Yeah, oh. There it is. I thought I lost it. Cheers to someone filming the rest of this show. My glass is closed. No, please. No, please. That's 6 glasses. I'm being that guy. The guy who talks loud. Start talking softer. Yell at me. Shut up. Don't yell at me. Talk softer. Oh my god, Trey. This is all about getting our cameraman home alive. It's over. It's over. Oh! No! Congratulations. You just won. I just wore it. Well, let's pour it all over the place. Do it. Wow, good for Andre. You guys did really well. I barely made my 3. You guys did 4+. Andre, I think you did 7 or 8. Kudos. We should get you some water. And there's the sunlight. Can't be anything past 12 o'clock at this moment. Oh, man. Stop yelling. This whole pit stop was just like kind of like, hey, do you guys feel like having some lunch? I have some family nearby. We'll have some something to eat. I'm like, oh, that sounds delicious. I'm too drunk to wrestle. And now it's 12 o'clock and we're completely bombed and we have to eat intestines. Man, it melts water and it's only getting in a bucket. I just think that red bucket looks like a transport truck hit a sheep. Back home, that's all the stuff we don't eat. That's just us being wasteful, because if you eat it all, then it'll go a lot further. I don't even eat dark meat. Can you tell them that I can't eat that whole bucket? If you taste it, you are very lucky. Okay. What is this here? Lung? Lung. Lung, okay. Lung. So fun. It's tasty. Not bad. Oh, this is tremendous.
saying it doesn't taste bad. I didn't say, that's delicious. No, not good. Our driver loves this stuff. What is this? Kidney. It's tremendous. It's absolutely stupendous. Better than the lung. Oh my god. What is that? It's blood. Is that like cooked blood? Yes. Well, it's not raw blood. Oh, obviously it's not raw blood because it's not Well, red. then what is it? Blood went in, and it made it into chocolate. So that's just blood. Yeah. You got more blood. I've got some blood, and I've got some. Can I shave off some of my blood? Look, I'm gonna get rid of some of it. Okay. Oh, yeah. Look at how much cow stomach I got. Sheep blood. I know. Sheep's blood. Just swallow. There it goes. Try a little bit of Blood. Try a bit of whatever this is. I love it. What is this? Kidney? Oh, it's starting to not feel very good. It's just a head game, isn't it? It's a head game. I'm not used to it. But it's good. You can come into this situation and be like, oh, I could never eat that. I'm like, well, try it. You might like it, you might not. The actual goat's blood wasn't as bad as the lung. So what are you giving me hell for? I eat something. I didn't once say that's delicious, stupendous, or anything. You like did that. say that. I did not. Like, we have like 10 hours on a bumpy road. Good thing my stomach is full with drink and food. And organs. And organs. We said goodbye to our guide Sarah, and we're leaving Marun on the small plane. We'll head back through Ulaanbaatar and take another flight out to the Gobi Desert. The other thing too is we're stopping in Ulaanbaatar. Hopefully, after the last week or so, my bag has arrived in Ulaanbaatar. I've kind of grown accustomed to wearing your clothes, to be honest. And yours too, Andre. Comfortable. There it is. I don't know why my bag wants to just travel without me. I've got a change of clothes for the Gobi. I've got a tent I can sleep in the desert. I've got a sleeping bag, a ground mat, I've got a toothbrush, I've got deodorant, flashlight, clean underwear. We're in Dalanzagad, which is this tiny little speck of a town in the middle of the South Gobi Desert, and we've completely flipped extremes. We've gone from the extreme north to the extreme south of Mongolia. Since there's no other way to really get around this desert, other than chartering a jeep or having a helicopter, we've decided to invent our own methods. This is the greatest idea ever. These things are brand new. I don't think there's many of these in Mongolia. I just can't wait. This is Gana. She will be accompanying Andre in our support vehicle, and I guess you're going to kind of translate for us. Yeah. There you go. And this is our driver. Lots his back. How are you? Your name? Moha? Scott, you know the desert quite well? Yes. What's this thing? It's a helmet. Oh. You said black. I changed my mind. You said black. Yeah, then I thought it was kind of weird looking. And then, like, I want the green one. What we want to do before we leave Mongolia, we want to live
somewhat nomadically or as best we can. And to take on the Gobi Desert in that way, I think is the perfect opportunity. They'll do, I guess. You know, if we have to do the Gobi like this, I'll suffer somehow. Justin, I know he hates this. I had to ride around in quads the next couple days, and you know, I gotta keep Scott happy. So here I am. Props, buddy. I'm filthy, and I don't care. I can't believe we're gonna be doing this for the next couple of days. We've had them for about an hour, and the sun's just setting, and we can't get off of Cloud 9 right now. We've got about 60 miles to make up today, and we'll be driving in the dark. This could become a trend. We could just end up traveling the rest of the world by ATV, I think. Sorry, but I want to end this because I want to get my quad. We had just finished an hour and a half of riding in the dark, and it kicked their ass. The best part is that tomorrow we have 10 hours of riding. This is kind of our base camp one. From here, we really get into the good stuff and deep into the desert. That's ahead of us. Open desert. I already got like all this music lined up for what I'm gonna listen to in this ride. We're going heavy metal today, boys and girls. We're going heavy metal. They always seem to attract a bit of attention. I don't think out this far in the desert they probably get to see them all that often. We're hot. Do you want to sit up on there? Vroom, vroom, vroom. Went down? Oh, he's a natural. Give me a push start. There's been a couple of really cool sections on this ride, like through this canyon